Bonjour à vous. 3 ans après le début de cette dite pandémie, il y a bien des gens qui souhaiteraient que vous disiez que vous êtes trompés et qui pensent que tout ça, c'est terminé, c'est derrière nous. Et puis, je me souviens qu'au début, donc là, 3 ans, j'ai eu une impression d'étrangeté. Tout ça me paraissait tellement étrange, inverse à ce que je connaissais en psychologie, que je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, puis c'est peut-être l'impression que vous avez eue. J'avais aussi le sentiment très fort à l'intérieur de moi que ça allait prendre une révolution parce que c'était tellement complexe qui s'installait dans tous les domaines de notre quotidien. Mais j'avais la conviction que j'ai toujours, si profonde, qu'il y allait avoir une issue positive. J'ai intitulé la présentation Exister parce que la définition qu'on peut en donner, c'est faire partie de l'existence, de la réalité plutôt. Exister, faire partie de la réalité. Puis, comme ça m'apparaissait surréaliste, puis encore, c'est des fois on a l'impression que c'est un rêve, puis que tout ce à quoi on assiste, c'est pas possible. Du côté négatif comme du côté positif, il y a tellement de belles choses qui arrivent, comme il y a des choses qui sont incroyables, des décisions qui sont prises, une direction qu'on prend qui est inconcevable, qu'on se dit c'est surréaliste. Alors, dans ces 3 ans et maintenant encore, on a besoin de s'accrocher à quelque chose de réel pour se dire que on n'est pas fou. Et souvent, à la fin de mes vidéos, je termine en disant merci d'exister parce que justement, c'est réconfortant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Donc, je vais parler d'illusion parce que j'ai beaucoup évolué, comme peut-être vous, et j'ai réalisé que la plupart de notre temps, on le consacre à quelque chose qui n'existe pas, une illusion, un monde artificiel qui a été créé par les humains. Il y a plusieurs images que j'utilise pour parler de cette illusion. Une que j'ai empruntée de Chantal Giguère, qui est un éléphanteau qui, depuis sa naissance, est accroché avec une chaîne à un arbre, disons. Puis au bout d'un certain temps, quand on enlève la chaîne, ben, il reste là, en pensant que ben, c'est son univers, c'est réconfortant. Il n'ose pas aller découvrir l'inconnu autour de lui. Il y a aussi l'image que j'ai parfois utilisée du bocal de poisson qui tourne en rond et qui se dit que s'il sort du bocal, il va mourir nécessairement. Et dans cette crise, moi-même, j'ai réalisé que quand on sort du bocal, on ne meurt pas, on tombe dans un océan de nouvelles connaissances. Il y a aussi l'image du bateau sur lequel il y a un capitaine qui nous dit, ben, approchez-vous pas du bord, donc l'océan est dangereux. Et puis moi, le capitaine qui dit, moi, je vais vous protéger, parce que le terme protéger a beaucoup circulé ces années-ci. Mais en échange, je vous impose certaines conditions, puis on peut penser aux lois d'urgence. Et imaginez aussi que la réaction de nos proches, quand on n'écoute pas le capitaine, c'est d'avoir peur pour nous, d'avoir peur qu'on les entraîne, puis qu'on en entraîne d'autres. J'ai donc réfléchi à ce monde artificiel, puis j'ai trouvé dans notre environnement des éléments concrets qui sont artificiels. Je pense aux lois, justement, les règles du capitaine, c'est les lois qui existent, qui sont écrites par les hommes. C'est vraiment intéressant parce que on est inconfortable quand on ne respecte pas les lois. Et dans cette crise, quand on a parlé de désobéissance civile, il y en a plusieurs qui ont réagi. Moi, la première, comment ne pas respecter une loi? Mais une loi qui est infondée, ben, ça nous laisse à réfléchir. Les uniformes aussi, ou encore toutes les institutions qui mettent en place ces lois-là, et les uniformes, que ce soit un uniforme d'un policier ou un sarrau d'un médecin, ben, c'est une représentation de ce monde artificiel.
ça ne correspond pas nécessairement à la compétence. Puis on a découvert dans cette crise-là que plusieurs personnes ont partagé des informations et n'avaient pas nécessairement un titre, un diplôme accroché sur leur mur. Qu'est-ce qui représente cette illusion? C'est aussi le monde de papier. Le monde de papier, c'est les lois, mais c'est aussi l'argent qui est fabriqué par des institutions, mais ces institutions-là, on découvre, appartiennent à un petit nombre d'individus qui fabriquent l'argent, par exemple, et nous passent cet argent-là en échange d'un intérêt qu'on doit remettre. C'est l'argent en dette qui nous maintient dans ce que j'appelle l'esclavage moderne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les impôts, évidemment. Les divertissements de tout genre, évidemment aussi les médias, l'information qui circule, autant du côté des médias traditionnels que des médias sociaux qui appartiennent aussi à une minorité de personnes. Voilà. Alors, dans les causeries que j'ai faites et dans cette présentation, je parle de nos compétences, c'est-à-dire que je réalise que lorsqu'on est un certain nombre de personnes rassemblées et qu'on se demande à chacun, mais c'est quoi ton métier, c'est quoi ta profession, c'est quoi tes compétences, on réalise qu'ensemble, on est assez nombreux pour recréer un monde. Et on a tous une compétence à partager. Et je crois à l'économie du don en termes matériels, mais aussi en termes des compétences. Et c'est pour ça que j'ai commencé à partager mes compétences en essayant d'aider, comme n'importe qui pourrait le faire, un ingénieur, un avocat, un professeur, un artisan, un agriculteur pourrait et peut partager ses compétences. Dans mon domaine, on va distinguer l'interprétation de l'observation des faits. C'est très important parce qu'on peut réaliser qu'à travers ces 3 ans-là, on a essayé de partager, vous avez essayé, comme moi, de partager des informations à nos proches, par exemple, puis ça a créé une réaction. J'ai appelé ça le push button. Bon, c'est pas moi qui ai inventé cette expression-là, mais ça a créé une réaction affective qui a souvent été à l'inverse de ce qu'on voulait et qui ressemblait à celle qui était créée parce qu'on dénonçait. Par exemple, les gens autour de nous ont eu peur d'un virus, puis nous, on arrivait avec nos informations, puis ça créait encore plus de peur. Ça créait aussi peut-être le sentiment d'impuissance parce que, ça, c'est chez les gens à qui on s'adressait, mais aussi chez nous aussi. Ça créait l'impuissance parce qu'on réalisait comment c'était gros, cette affaire-là. Puis l'impuissance, ça nous place dans un état de passivité. Ça pouvait aussi créer du désintérêt. Quand notre vision est tellement loin de celle de l'autre, il y a un écart qui se crée. Et quand l'autre se sent dépassé par ce qu'on y apporte, il va avoir tendance à vouloir se divertir. Ça, c'est à l'opposé de ce qu'on recherchait. Puis enfin, ça peut créer de la colère. Pas enfin, en fait. La colère. On a pu créer cette colère-là en nous-mêmes en continuant de regarder de l'information réelle de ce qui se passait. Mais ce que je voulais dire à la fin, c'est qu'on a pu participer à la division. Ça, c'est très important parce qu'on peut se dire que la division, c'est ce que les gens qu'on dénonce, c'est ce qu'ils recherchent dans le fond, ce qu'ils ont toujours voulu. Alors, c'est important, à mon avis, de commencer à prendre conscience de ça puis de développer un tact relationnel qui repose essentiellement sur, plutôt que de s'affirmer quand on voit qu'il y a de la résistance devant nous, c'est de se retenir un peu. Il y a toute une danse à développer dans notre affirmation, en s'affirmant, mais en écoutant aussi l'autre, en prenant du recul. Et c'est dans ce recul-là, dans cette retenue, que l'autre va
réaliser par lui-même que, par exemple, tout ça est un peu tiré par les cheveux, pas ce qu'on leur apporte, mais ce dans quoi on a été plongé pendant 3 ans. En parlant d'observation, il y a un terme qui s'appelle l'échelle d'inférence qui parle de ce qu'on fait quand, par exemple, on interprète la réalité, on s'éloigne de la réalité un peu comme les barreaux d'une échelle. Et c'est assez important, à mon avis, de revenir aux faits parce que l'essentiel de nos conflits relationnels repose sur l'interprétation divergente qu'on a, qui est, somme toute, pas tellement importante par rapport à l'effet qu'on peut avoir justement quand on présente cette information, quand on la fait circuler. Dans, dans ce qu'on a pu observer durant la crise, il n'y a pas seulement le contenu qui est intéressant, mais il y a aussi la forme que ça prenait. C'est-à-dire qu'on peut réaliser que dans les stratégies de communication des médias, c'est toujours la même forme que ça prend. Il y a la fenêtre d'Overton qui nous renseigne là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut réussir à faire passer un contenu qui est complètement inacceptable en quelque chose qui est acceptable quand on le présente, par exemple, à partir de scientifiques qui parlent d'une chose. Moi, je les appelle les acteurs médiatiques qui passent à la télé, font des colloques, discutent d'un phénomène qui est vraiment surprenant, comme par exemple toute cette vague au sujet de la transformation du genre. Devenir un garçon alors qu'on est une fille supportée, ce que j'appelle aussi la charcuterie, c'est-à-dire des opérations qui sont très violentes pour le corps. Alors, tout ce qu'il y a derrière ça, qui est, je dirais, qui était aussi supporté par la psychologie, ça a réussi à passer. Les gens se posent des réelles questions par rapport à leur identité parce que progressivement, on a fait parler des scientifiques, après on en a parlé dans les médias. Et puis, à la fin de tout ce processus, on finit par faire des lois aussi qui supportent ces phénomènes-là. Il y a aussi quelque chose qu'on a pu observer dans ces 3 ans-là, si on avait cette chance de regarder ce qui se passait à l'extérieur de notre pays, c'est que les mêmes termes étaient utilisés à peu près au même moment. Quand notre cher Arruda parlait d'aplatir la courbe, on pouvait entendre les mêmes termes en Nouvelle-Zélande. C'est incroyable, ça, là. Que des mesures soient appliquées partout dans le monde, c'est compréhensible, ça a été justifié par les gens qui ont pris des décisions politiques. Mais que des termes soient utilisés, les mêmes termes dans des cultures complètement différentes, ça pouvait poser question. Ceux qui sont assez âgés savent que sur le plan social, il y a un cycle, un peu comme les saisons, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu qui est très particulier pour nous, à notre âge, qu'on n'a jamais vu, par exemple au Canada, on n'a jamais participé concrètement chez nous là, à une guerre. Mais ceux qui ont vécu la guerre savent qu'il y a quelque chose qui revient, là, qui ressemble à ce qu'ils ont vécu dans le passé. L'aspect cyclique, pour moi, est assez intéressant à observer. Il y a aussi sur le plan politique, qui est un domaine que je ne maîtrise pas, mais j'ai quand même pu observer comme vous peut-être qu'il y a toujours, en tout cas depuis que je suis née, depuis peut-être que vous êtes née, il y a toujours eu un système d'opposition, c'est-à-dire que le système politique est basé sur un parti en place puis une opposition. Et quand le parti en place perd de sa popularité, bien, il y a l'opposition qui monte. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut paraître du pareil au même. L'opposition, une fois qu'elle est au pouvoir, finit par souvent ne pas tenir ses promesses. Et puis, on réalise qu'ils sont, ces chefs politiques, des marionnettes d'un grand marionnettiste qui possède de l'argent, du pouvoir pour leur faire ce qu'ils veulent. Alors, c'est intéressant parce qu'en ce moment, il y en a. Et puis, bon, je suis parmi ces gens-là qui ont cru pour un certain temps qu'il y avait des gens au pouvoir
qui étaient vraiment de notre bord, des gens qui avaient de l'argent, mais qui étaient finalement manipulés, qui étaient des young leaders, par exemple, du Forum économique mondial. Ça, c'est des interprétations, des projections qui font qu'on n'est pas toujours d'accord, mais le recul que j'ai pris, moi, ça a été de réaliser que même les gens auxquels on a cru, finalement, étaient sans doute, faisaient sans doute partie de la pièce de théâtre, la grande pièce de théâtre mondiale qui joue en ce moment et qui a comme objectif qu'on ne sorte pas du système politique actuel. On ne voudrait surtout pas réaliser que cette guerre, finalement, c'est contre le peuple et que le seul moyen d'en sortir, c'est d'arrêter de croire en ce système politique puis de bâtir quelque chose de nouveau, de sortir complètement du bocal de poisson. Sur le plan financier, il y a Catherine Austin qui m'a beaucoup éclairée aussi, qui disait que ces crises-là sont répétitives, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on va hausser le taux d'intérêt, puis en même temps, on va faire monter l'inflation, qui fait en sorte que, qui nous indique que ceux qui gèrent la bourse et les banques sont les mêmes personnes et qui fait en sorte que les petits entrepreneurs vont perdre leur entreprise, vont être obligés de vendre à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. La bonne nouvelle à travers ça, parce que ça peut nous rendre anxieux de parler de ça, mais la bonne nouvelle, à mon avis, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, et ce nombre est grandissant nécessairement, qui réalisent qu'il y a un magicien d'Oz derrière tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ceux qu'on va accuser qui sont responsables, même s'ils participent là, nécessairement à la crise qu'on vit, au fait que les gens ont été blessés psychologiquement, physiquement et financièrement, et à tous les niveaux, socialement, etc. C'est pas eux qui ont pris les décisions, qui orientent la trajectoire actuelle de ce système-là qui, de mon point de vue, qui fonce droit dans un mur, là, qui s'auto-détruit. Le magicien d'Oz, c'est ceux qui les manipulent. Durant la crise, on a parlé des expériences de Milgram, un peu moins de l'expérience d'Ash, qui parle de la désirabilité sociale. On se rend compte que, bon, Milgram, c'est quoi? C'est la soumission à l'autorité, c'est le fait que 80% des gens vont maltraiter d'autres personnes parce que c'est un scientifique, par exemple, qui leur dit de donner un choc électrique, là, qui est un faux choc électrique, mais tout de même. Il y a dans H l'idée de la désirabilité sociale, c'est on va se soumettre à l'opinion d'un groupe plutôt que suivre je veux dire, l'évidence même. Puis il y a aussi celle de Zimbardo qui montre que des gens ordinaires peuvent se transformer en monstres, devenir des collaborateurs parce qu'on donne des consignes, par exemple, parce qu'une autorité va donner des consignes. On a parlé beaucoup de ces expériences-là. Ce qu'on n'a pas dit, par contre, c'est que toutes les personnes qui font partie du 80%, ils savaient, à un moment donné dans l'expérience scientifique qui avait lieu, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui faisait quelque chose qui n'était pas correct, mais ils se sont laissés influencer par les consignes. Et pourquoi c'est important pour moi de dire ça, c'est qu'il y avait tous ce qu'on a, chacun d'entre nous, une petite voix intérieure. Et c'est cette petite voie-là qui a été orientée. Ça veut dire qu'il est possible de retrouver cette voie-là et je dirais, à notre tour, de l'influencer dans un autre sens, dans le sens de la logique, du bon sens. Et c'est pour ça que je parle de tact relationnel. Il y a une manière de le faire. Grande question peut-être que vous êtes posée, c'est si 80% des gens sont tombés dans le panneau, pourquoi pas vous, par exemple? Pourquoi pas certaines personnes? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse facile à ça. D'une part, je pense que ce qui a fonctionné du côté de la majorité, c'est le sentiment d'être un bon citoyen, de faire la bonne chose. Puis ça, c'est tout le monde qui veut être une bonne personne. Et c'est aussi pour être une bonne personne que d'autres ont partagé des informations contraires aux décisions politiques.
pourquoi ils ont considéré que ces décisions-là n'étaient pas les bonnes? Peut-être parce que leur petite voix intérieure parlait plus fort. Peut-être parce qu'ils avaient vécu dans le passé l'expérience d'être marginal et qu'ils savaient que c'était possible de s'exprimer, par exemple, sans en mourir. Peut-être qu'il y avait plus confiance en eux, parce que quand je dis ça, c'est peut-être pas facile à comprendre, mais les gens qui suivent la masse, c'est des gens qui peuvent être plus fragiles intérieurement. Puis quand je dis pas facile à comprendre, c'est qu'il y a des gens en autorité qui ont du pouvoir, qui, malgré les apparences, sont très fragiles intérieurement et se soumettent aux marionnettistes, par exemple. Alors peut-être que ceux qui ont eu une opinion divergente, ben, ont plus confiance en eux. Donc, il y a eu à travers ces 3 années-là, bien sûr, à mon avis, de la manipulation psychologique, une formation de masse, comme on dit. Et c'est pour ça que, pour moi, dans le futur, il y a vraiment avantage à mieux comprendre, à mieux se comprendre d'abord, à mieux comprendre les phénomènes sociaux, puis à développer une aptitude, un art à être en relation avec les autres, puis avec soi-même aussi. J'ai vu un phénomène qui s'applique à la perversion narcissique au cours de ces 3 ans-là, qui est aussi utilisé de façon positive. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que tout ce qui s'est passé sur un plan psychologique peut être pris de façon positive ou négative. Alors, un pervers narcissique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va flatter dans le sens du poil quelqu'un, puis après, il va le mépriser. Parce que cette personne va être dépendante de la valorisation que le pervers lui apporte. Puis après, lorsqu'il se sent méprisé, bien, il va avoir tendance à se soumettre. Mais pourquoi je dis que c'est possible d'utiliser ça de façon positive, c'est que, on peut appeler ça la technique sandwich. Quand on parle à quelqu'un, ça va mieux, ça fonctionne mieux quand on commence par reconnaître ses qualités de façon sincère, parce que ça crée de l'ouverture pour entendre ce qu'on va lui dire, qui n'est pas toujours ce qui fait son affaire. Puis après, on termine avec quelque chose de positif qui laisse une impression positive. Pourquoi je dis c'est important, c'est que dans ce qu'on a vécu, on a fait peur aux gens avec nos informations. C'est pas ça qu'ils voulaient entendre. Et si on veut, parce que ça se peut que, rendu à ce point-ci, de ces 3 années, on n'ait plus envie de revenir vers les gens qui nous ont blessés, de part et d'autre. Hein, ça a brisé réellement des relations. Mais c'est possible aussi que si on considère que la division, c'est un outil qui leur sert, qu'on veuille aller au-delà avec une sagesse qu'on peut développer aussi, puis qu'on veuille pardonner, mais non seulement pardonner, puis réussir à contribuer, je pense, à cette évolution dans laquelle on est tous. Et c'est des stratégies comme celle de la sandwich qui peut nous aider à le faire. Il y a quelque chose de très important pour moi à réaliser, puis qui est très difficile aussi, c'est que quand je dis, j'avais pris l'analogie du bateau tout à l'heure pour dire qu'on est tous dans le même bateau. Parce que ce qui s'est passé, on est tous capables de le reconnaître en nous. Tout ce que les gens ont fait, que ce soit les gens qu'on a dénoncés, qu'on a appelés des moutons. Et en faisant ça, on a contribué à la division. Ces gens-là, puis même ce qu'on a appelé des psychopathes, qui avaient un plan vraiment malsain, machiavélique, ben, on est capable de se reconnaître en eux. Et en faisant ça, il y a quelque chose qui se passe intérieurement qui nous amène ailleurs, qui nous amène à être capable d'évoluer, d'aller plus loin. Et je sais que c'est difficile à reconnaître ça. Mais dans mes causeries, je pose une question qui est celle, qui est la suivante, c'est quand vous avez une invasion de fourmis dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Et la réponse à ça, c'est souvent, ben, on les élimine.
on trouve une manière de les écraser, puis après de les exterminer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les psychopathes, la seule différence qu'il y a entre nous, c'est qu'ils nous considèrent comme des fourmis. Ils ne nous considèrent pas comme des humains. Et j'avais été frappée par cette idée-là dans une lecture que j'avais faite où on disait que ceux qui dirigent les chefs politiques considèrent que les humains sont du bétail ou des bouches inutiles à nourrir. Voilà. Ça, c'est une bonne partie de la causerie que j'ai fait durant le mois de juin et mai-juin au Québec. Il y a une deuxième partie qui portait davantage sur la réécriture du fou, qui était inspirée par la réécriture du fou, qui parlait de psychologie positive, expérience de mort imminente, puis physique quantique. Ce que je peux dire très rapidement là-dessus, c'est que la psychologie positive, qui est la science que j'ai enseignée, que j'ai développée au Québec, elle s'est positionnée en opposition à la psychologie traditionnelle freudienne, et c'est pour ça qu'elle s'est appelée la psychologie positive, mais c'est un terme qui est péjoratif. Là, on l'appelle maintenant la psychologie du bien-être, parce qu'elle considérait que la psychologie, c'est, depuis Freud, intéressée surtout à la maladie mentale. Et puis, en fait, les gens, on n'est pas que des malades mentaux, on a aussi des aspects positifs, des qualités, des forces qu'on va reconnaître dans cette science ou cette pratique que j'ai enseignée. Ce qui est très, très positif, c'est que, pour moi, c'est qu'on vit une période d'héroïsme. Pourquoi je dis ça? C'est que la psychologie que j'ai enseignée, elle s'est intéressée à nos forces et aux grands hommes, grandes femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu une personne, un psychologue, Maslow, qui posait la question à ses étudiants, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent devenir de grands entrepreneurs, de grands artistes? Et puis, il réalisait que les étudiants ne levaient pas la main, ils s'identifiaient pas comme des grands hommes, puis ils disaient, c'est pas vous. Il n'y a personne qui va le vouloir à votre place, pour vous. Et pourquoi je dis ça intéressant, c'est que la crise actuelle, elle nous pousse à l'héroïsme. Quand on s'affirme, quand vous vous êtes affirmé alors que vos proches n'étaient pas d'accord, quand vous avez pris des décisions dans votre travail qui a fait en sorte que vous l'avez perdu, ça, c'est de l'héroïsme pour moi. Quand vous avez tenu le coup, je pense à des gens comme Myriam Bohémier, à Gloria, à Gloriane, je ne me souviens plus de son nom de famille, là, je suis désolée, à Louis Fouché, à plusieurs personnes, mais à vous, probablement. Pour moi, c'est être un héros. Et on a été discrédité, mais je suis certaine que tôt ou tard, vous allez être reconnu pour, pour les qualités que vous avez et qui ont fait que vous avez tenu le coup et que vous êtes affirmé comme ça. Concernant les expériences de mort imminente, pour faire très, très bref, c'est un domaine qui est complètement différent, la psychologie, mais je m'y suis intéressée parce qu'un jour, je donnais des démonstrations en psycho aux étudiants au doctorat, puis il se passait quelque chose dans ces démonstrations, et là, les étudiants me demandaient, mais qu'est-ce que c'est? Et je leur répondais, c'est l'amour. C'est l'amour qu'il y a dans une relation thérapeutique. Et cette réponse-là m'a poussée à me dire, il faut que j'en dise un peu plus. Et là, je me suis mise à m'intéresser, à me réintéresser parce que c'est quelque chose qui avait attiré mon attention depuis Moody en 75, qui avait écrit La vie après la vie. Alors, j'ai relu là-dessus pour réaliser que les gens qui meurent cliniquement et reviennent à la vie nous racontent leur expérience et je veux dire, il y a des milliers, des millions peut-être, là, de témoignages là-dessus qui racontent à peu près la même chose. Et parce qu'ils racontent à peu près la même chose, on peut considérer que c'est vrai. Il y a tout un questionnement qu'on peut avoir sur les méthodes scientifiques qui remettent en question ce genre de témoignages-là. Mais ils racontent qu'ils ont vécu dans
en dehors de leur corps, là, juste avec leur esprit, mais sans leur corps, un amour qui est vraiment plus grand que celui qu'ils ont connu sur Terre. Ça, c'est hyper important. Ils ont aussi l'idée de l'espace et du temps très différent de ce qu'on connaît sur Terre qui rejoint la physique quantique. Ils disent qu'ils ont accès, je dirais, à la connaissance absolue de façon instantanée. Et ils disent qu'ils ont perdu, suite à cette expérience-là, la peur de la mort, qui est très significatif pour moi parce que à travers ces 3 années-là, ce qui a justifié ces mesures-là et fait qu'il y a eu une acceptation, donc un mépris accepté par la population. Puis en passant ce mépris-là, pour moi, je le reconnais comme étant quelque chose qui n'est pas nouveau, qui date de l'industrialisation. Quand des gens se soumettent à des conditions qui ne sont pas humaines, comme de travailler dans une usine, pour moi, c'est accepter le mépris. Et dans cette crise, quand on a accepté des mesures qui n'avaient aucun sens, comme accepter de ne pas aller voir nos parents, nos grands-parents, qui avaient besoin de nous dans cette situation-là, pour moi, c'est accepter le mépris et ça justifie qu'on soit méprisable, que les gens qui décident de ces mesures-là continuent. Donc, les gens qui meurent et reviennent à la vie perdent cette grande peur de la mort. Voilà, c'est un peu pour les expériences de mort imminente qui m'ont beaucoup inspirée. Et la physique quantique aussi, qui rejoint cette idée-là de temps et d'espace complètement différents. Un temps qui n'est pas linéaire, un espace qui est illimité. Et ce sont des questions que je me pose présentement, puis avec lesquelles on jongle Philippe Guillemant et moi. Il y a un autre aspect qui m'inspire beaucoup dans la réécriture du fou, c'est l'observation de la nature. Je réalise l'aspect cyclique dans la nature avec les saisons, le jour, la nuit et tout ça. Et je me dis, c'est pas possible que si ça existe dans la nature, que ça influence pas les événements que l'on vit sur un plan personnel et social. Il y a, je vais en parler tantôt, je vais voir ce que je couvre avant. Il y a ce qu'on appelle le dessin intelligent, cette intelligence dans la nature qu'on peut observer quand, vous savez peut-être les salamandres, quand ils perdent quand elles perdent un membre, ben, ça repousse. Il paraît qu'on a ça aussi dans notre foie, des cellules qui régénèrent, qui se régénèrent. Le métabolisme humain, cette tendance physique qui nous pousse à vivre, ça parle de cette intelligence dans la nature. Et en psychologie, on a l'expression tendance à l'actualisation qui a été développée par Rogers, qui dit qu'en général, on va avoir tendance à vouloir vivre plutôt que de se laisser mourir. Alors, c'est vraiment intéressant de réaliser pour moi que, je veux dire, tout autour de nous, il y a cette intelligence qui guide sûrement l'humanité et qui me donne ce grand espoir dans l'humanité. Il y a ce qui se passe en ce moment qui est, c'est étonnant, c'est surréaliste et on a l'impression que c'est guidé par un plan qui est totalement négatif, mais peut-être qu'on peut se poser la question, ben, en fait, ce plan-là, il existait depuis très longtemps. Il y avait une mouvance vers le contrôle de l'ordre mondial. Vous le savez, là, c'est pas nouveau qu'on en parle. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça soit tellement évident pour autant de personnes. Alors, à cause de cette évidence-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une force positive qui joue dans ça en ce moment? Et justement, par rapport à ça, on peut se poser la question chacun pour nous, quelle est cette force
qui nous a poussés à dire ce qu'on a dit, à faire ce qu'on a fait. Et je pense au dialogue avec les anges, avec l'ange plutôt, là, parce qu'on retrouve cette force-là aussi. Quelque chose qui nous dépasse en ce moment, qu'on reconnaît en nous. Et souvent, comme humain, on cherche à expliquer ça. Mais ma position à moi, c'est de dire, ben, ce qui nous dépasse, c'est pas possible d'expliquer ça. Et il y a quelque chose d'apaisant dans tout simplement reconnaître que ça nous dépasse. Puis pourquoi je dis ça, c'est que je me suis dit, c'est un peu comme si, tu sais, pensez à l'analogie, une peinture, un tableau qui voudrait définir le peintre ou une sculpture qui voudrait expliquer le sculpteur qui la façonne. C'est complètement aberrant, ça. Et comme humain, se mettre dans une position de décrire, de définir ce qui nous dépasse est aussi aberrant. Et si ça, c'est la source de conflit, je pense qu'on devrait lâcher prise et plutôt être émerveillé par ça. Donc, il y a souvent les gens qui me posent la question, ce qui se passe en ce moment, ça nous demanderait de changer des choses. Et ça demanderait de faire beaucoup d'efforts. Puis je réponds non. Je réponds non. En fait, ce qui demande beaucoup d'efforts, c'est de rester aliéné. Parce que le système dans lequel on a vécu toute notre vie, la pièce de théâtre, ce qui me paraît artificiel, c'est ça qui demande beaucoup d'efforts. Ça demande un effort de ne pas être soi-même, de ne pas être authentique. Ce que ça demande pour devenir authentique, c'est un lâcher-prise. Et ça, par contre, ce que ça demande, c'est une prise de conscience. Prise de conscience de ce qui est aliéné en nous, dans la société. Et j'irais une prise de recul aussi pour réussir à lâcher prise. Je crois que le fait d'être dans la nature plutôt que d'être dans le système, ça aide. Le fait d'être traité, ça aide parce qu'on n'est pas soumis à cette pression de performance, de gagner des sous. Mais cette crise-là, elle rend possible bien des choses. Elle rend possible le fait de réaliser, qu'on est nombreux, plus nombreux qu'on le pense, à avoir des compétences à partager, comme vous l'avez fait, comme je l'ai fait. Réaliser aussi que ce système, cette pièce de théâtre nous a amenés à hyper consommer, à hyper produire, et pour moi, c'est ça. C'est ça qui crée le grand dommage, les dégâts sur Terre, pas le CO2. Et on peut réaliser qu'on peut réduire nos besoins si on se tourne vers de l'entraide, du partage de biens, du partage de connaissances. Et ça, c'est possible si on admet au bout du compte que les ressources de la Terre, c'est pas logique qu'elles appartiennent à une minorité. Les ressources de la Terre devraient appartenir à tous les habitants de la Terre. Ça, pour moi, c'est vraiment l'ultime prise de conscience qu'on devrait avoir, et ça correspond à cette révolution de laquelle je parlais au début. Révolution qui nécessite que le peuple décide que non, ça va faire, là. Ça va faire, on ne va pas soumettre à remettre des dettes, par exemple, des impôts. Et éventuellement, le fait de réaliser que chacun a le droit à avoir une part de terre, ou encore des petites collectivités peuvent se suffire à elles-mêmes et puis réussir à survivre sur cette terre sans être soumis, sans accepter le mépris. Donc, ce que ça demande, en fin de compte, c'est revenir à la simplicité. Pour moi, la vie peut être très simple. Quand je regarde les oiseaux qui volent dans le ciel, qui se nourrissent, mais qui s'amusent la plupart du temps, là, je pense que ça peut ressembler à notre vie éventuellement, en se contentant de ces ressources de la terre, sans avoir besoin de s'acheter une nouvelle voiture à tout prix, sans être habillé de façon à suivre la mode, sans être enfermé dans les divertissements médiatiques qui nous éloignent de la réalité.
en lâchant un petit peu plus les informations, en sortant de nos écrans, puis en étant plus en contact, dans la rencontre avec l'autre, sans nécessiter d'être un personnage, par exemple. Alors, c'est ce que je voulais vous dire à travers les causeries. Voilà, je termine là-dessus pour pas que ça soit trop long. Puis, ben, je nous dis comme toujours à bientôt parce que c'est pas terminé. On va continuer à tenir le coup, à s'entraider sur le plan de nos connaissances et probablement que j'aurai, ben, sûrement que j'aurai la chance de partager d'autres connaissances comme j'aurai aussi la chance de vous entendre parler à partir de vos connaissances. Donc, merci.